tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve pour parler films, pour parler sorties, pour parler séries et pour parler plateformes de streaming. Et comme vous pouvez le voir à ma tenue, nous n'allons absolument pas parler de dinosaures. Nous allons parler d'une sortie cinéma qui a fait son entrée tel un blockbuster dans nos salles. D'ailleurs, c'est un blockbuster américain. C'est un film de type comédie avec Sandra Bullock à l'affiche. Je pense que vous avez deviné de quoi nous allons parler. Nous allons parler du Secret de la Cité perdue, sorti au cinéma il y a à peine quelques jours. Alors, le film La Cité perdue est un film d'1h52 qui est sorti ce 20 avril 2022 au cinéma. C'est un film de type action comédie et j'ajouterais film de type également aventure puisqu'on va quand même partir à la recherche d'une cité perdue dans la jungle avec des ruines et des mystères à résoudre, etc. Donc on est vraiment sur le classique du film d'aventure et c'est un film qui a été réalisé par deux frères, Aaron et Adam Nee, ou Nee, N-E-E, voilà, je ne sais pas comment ça se prononce. Ce ne sont pas des réalisateurs que je suis particulièrement puisqu'ils sont derrière des films qui m'intéressent pas particulièrement. Ils sont derrière le film Master of the Universe qui est sorti en 2021. Ils vont être derrière la nouvelle production, enfin la production à venir autour du film sur Minecraft, qui honnêtement m'inspire pas des masses. Ils ont également produit quelques téléfilms pour la télé américaine, donc ils ont un genre comédie, blockbuster assez classique, assez cliché. Ils ont pas forcément une identité particulière et ils ont pas non plus réalisé énormément de films, donc c'est assez difficile de juger sur leur filmographie actuelle. On va attendre qu'ils aient produit plus, mais donc c'est pas des réalisateurs que je connais particulièrement. A l'inverse, au niveau du casting, on a un casting aux petits oignons où on connaît quasiment tous les protagonistes et on a quand même des têtes d'affiche assez spectaculaires. L'héroïne est incarnée par Sandra Bullock. Alors Sandra Bullock, c'est une actrice qui a quand même une grosse carrière derrière elle. En 2013, elle a notamment joué dans Gravity. En 2018, on l'a vue dans le film Bird Box que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé le film Bird Box et elle était excellente dedans par ailleurs. C'est un film avec une très bonne angoisse, très bien dosée et elle passe hyper bien à l'écran. En 2021, donc assez récemment, on l'a vue dans le film Impardonnable et très bientôt, le mois prochain, elle revient dans le film Bullet Train. Elle ne revient pas d'ailleurs dans le film Bullet Train toute seule puisqu'elle revient avec Brad Pitt qui est également à l'affiche du film. Alors Brad Pitt, c'est très compliqué de présenter, on va dire, sa filmographie et sa carrière parce que c'est énorme, mais on peut citer Fight Club, on peut citer Snatch, on peut citer Inglourious Basterds, on peut citer World War Z, enfin il a une filmographie qui est énorme, pas tout mythe. Fury, le film Fury avec les tanks, il est vachement bien aussi. Et donc il va apparaître bientôt avec Sandra Bullock dans le film Bullet Train, donc qui est un film de type action un petit peu absurde, dans un style un petit peu de Deadpool. Également à l'affiche, on va retrouver Channing Tatum. Alors Channing Tatum, c'est un acteur qui est surtout connu pour sa plastique. Il a joué, alors dans les années 2006-2008, il a joué dans les films Sexy Dance 1 et 2. Moi, c'est des films que j'ai vus dans ma tendre adolescence il y a fort longtemps. Ils sont pas exceptionnels, mais ils sont fun. Il a également joué en 2012 Magic Mike, le stripteaseur héros du film du même nom. Donc il est très connu pour ce rôle. Il a joué dans White House Down, il a joué dans Sher John, où il a un rôle un petit peu plus émotif, un petit peu plus dramatique, on va dire. Il a joué dans Kingsman 2 également, où il jouait l'American Cowboy, vraiment cliché absolu. Je pense qu'il a une certaine autodérision sur son image et là il revient pour un rôle où il va mettre en avant sa plastique puisqu'il va jouer le rôle d'un modèle photo un petit peu écervelé, dirons-nous. Il est clairement dans les rôles sur lesquels on a l'habitude de le voir. Plus surprenant, on retrouve également à l'affiche de ce film Daniel Radcliffe. Donc Daniel Radcliffe, c'est Harry Potter, comme vous le savez. Bon, il a également joué dans La Dame en Noir, par exemple, en 2012. Mais Daniel Radcliffe, un petit peu perdu au niveau de ses rôles. Il a joué dans Swiss Army Man, que j'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression qu'il essaye de casser son image et qu'il sait pas comment faire pour casser son image. Il a fait du film d'horreur, il a fait du film de comédie, il a fait du film absurde, il a fait du film un petit peu gangster, il a fait du film violent. J'ai l'impression qu'il est un petit peu à court d'idées pour casser son image. Et là, il revient en un espèce de millionnaire mégalo taré. Très improbable, mais certes. Et dernière actrice que j'aimerais mettre en avant dans ce casting, c'est Da'Vine Joy Randolph, j'espère que je prononce bien son nom. Moi je l'ai vue dans la série Selfie en 2014, je l'ai pas revue depuis dans un film en particulier, mais j'ai trouvé que franchement elle était beaucoup trop fun et beaucoup trop magnétique dans le film pour ne pas parler d'elle au casting. Alors, qu'est-ce que ce cocktail improbable d'acteurs nous raconte? Nous suivons Loretta Sage, qui est une actrice bobo, on va dire un petit peu agoraphobe, qui vit enfermée chez elle et qui écrit des romances à l'eau de rose sur fond d'aventure avec des trucs un petit peu, vous savez, genre 50 nuances degrés. Et donc, elle sort un nouveau bouquin, il faut faire la promotion du bouquin, et lors de la promotion de son bouquin, elle se fait kidnapper par le fameux millionnaire mégalomane qui croit tout ce qu'elle raconte dans ses livres et qui essaye de retrouver la cité perdue dont elle parle dans ses bouquins. Elle va être en fait entraînée dans une aventure
dans le prolongement des aventures qu'elle raconte dans ses livres, c'est-à-dire elle va vivre en vrai des aventures qu'elle raconte dans ses bouquins, et elle va pas les vivre seule, puisque le modèle photo qui fait les couvertures de ses bouquins, qui est là pour faire vendre son corps, clairement, va essayer de la sauver et va se retrouver lui aussi emmêlé dans l'histoire. Et c'est n'importe quoi cette histoire. Clairement, dès le pitch, tu sais qu'on va être sur de l'humour absurde. Je vous ai parlé de l'humour absurde quand je vous ai fait la vidéo sur The Bubble, je vais pas revenir dessus. Mais l'humour absurde, c'est très subtil, c'est très difficile comme exercice. Ça a l'air simple comme ça, tu te dis, mettre bout à bout des trucs qui ont aucun sens et ça créera quelque chose de drôle. Mais il faut vraiment que ce soit très bien dosé. Et en fait, il faut que le cadre soit réaliste et que ce soit des événements ou un personnage en particulier qui soit absurde pour que la mayonnaise prenne et que ce soit drôle, mais c'est sur le fil du rasoir comme type d'humour. The Bubble, donc le film où je vous ai parlé du genre plus longuement, a clairement pas réussi à rester dans le truc. Des films comme Don't Look Up peuvent être considérés comme des films d'humour absurde et réussissent un petit peu mieux l'exercice, et après on va avoir des séries comme South Park ou les films de Louis de Funès qui réussissent l'exercice. Mais c'est vraiment un exercice complexe, et honnêtement, ce film, Les Secrets de la Cité perdue, s'engage sur un terrain très, très complexe. D'autant que clairement, il n'y a rien qui est au service de l'histoire et de la réussite du film. T'as l'impression que l'absurde, ils l'ont mis dans tous les rayons et dans tout ce qu'ils pouvaient faire. C'est-à-dire, la photographie est absurde, les musiques sont absurdes, les personnages sont absurdes, les décors, l'histoire. Ils ont vraiment misé de but en blanc intégralement sur le fait que le film soit complètement loufoque. Déjà sur la photographie par exemple. Donc déjà, bon, la photographie est pas très riche, pas de plans magnifiques, la mise en scène est très cliché, les décors sont soit des fonds verts, soit des décors en plastique, enfin tu vois clairement que t'es en studio, ça se voit, littéralement ça se voit, c'est-à-dire il n'y a rien de réaliste dans les décors qui nous sont proposés, c'est assez triste, les costumes qui sont choisis, enfin je veux dire, la pauvre Sandra Bullock qui se trimballe tout le film avec son espèce de combinaison à paillettes intégrale rose. Il y aurait juste ça, et tout le reste du scénario tiendrait. Cette petite caractéristique, ce petit détail pourrait faire que certaines situations deviennent drôles grâce au décalage du costume, mais ça plus tout le reste. Les décors sont carrément en carton-pâte, enfin je veux dire, les décors de la Cité perdue, soit du plastoc, soit numérique. Enfin vraiment, j'ai vraiment eu le sentiment qu'au niveau des plans, de l'action, comment elle est filmée, les scènes d'action sont d'une fadeur absolue et d'un cliché monumental. Enfin j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont pas foulés des masses en fait. J'ai pas le sentiment qu'ils se soient particulièrement foulés au niveau de la photo, particulièrement foulés au niveau des décors, des accessoires, du design du film. En fait, tout fait très cheap. Tout est très cheap. Clairement, tout est très cheap. Et la BO, pareil, il n'y a rien qui ressort particulièrement au niveau du cadre du film, comment on pose l'ambiance, etc. Il n'y a pas grand chose qui se passe. Voilà, ça défile devant tes yeux, mais c'est pas transcendant. En plus, le film joue sur plein de codes et plein de genres très différents. Donc déjà, il joue sur un genre que j'apprécie, qui est le genre aventure, un petit peu à la Indiana Jones ou à la Benjamin Gates. Je vous ai parlé de Benjamin Gates récemment, puisque je vous ai parlé de Nicolas Cage. Mais c'est un genre qui faisait fureur dans les années 2000. Le genre un petit peu aventure, dans des contrées perdues, chercher le trésor, résoudre des énigmes, etc. Il joue sur ça, mais d'une façon tellement cliché et tellement peu recherché, et la qualité des énigmes, mais oh là là, mon dieu, je vous jure, même le film Uncharted qui est sorti il y a pas longtemps, que j'ai pas particulièrement apprécié, même le film Uncharted fait 1000 fois mieux que ce film-là, dans la catégorie aventure, résoudre les énigmes, décor. Au moins le film Uncharted, ils ont mis un petit peu plus d'investissement et d'imagination dans les décors et dans les énigmes. Là, clairement, ils se sont pas foulés. C'est juste le fond du truc pour mettre des blagues un petit peu potachons dessus. Ils jouent d'abord sur ce code-là, le code du film aventure. Ils jouent, comme je vous l'ai dit, sur le côté absurde, type The Bubble, etc. Je sais pas si vous connaissez le genre de film Screwball. Donc Screwball, c'est les balles au baseball qui vont pas droit. Le nom qu'on a donné à un genre de film hyper loufoque, très léger, très comique, très comédie, un petit peu féminin d'ailleurs, où on a des personnages complètement surjoués, surexagérés, de la femme hyper indépendante, qui a besoin de personne, mais qui se retrouve constamment en difficulté, par exemple, vous voyez. C'est un genre de film qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis des années 30 aux années 60 et qui est vraiment un code de la comédie américaine. Il y a pas mal de comédies qui s'inscrivent dans cette lignée-là. Certains mettent par exemple la série Desperate Housewives dans le film un petit peu féminin, comédie, loufoque. Vraiment ce côté-là, et d'une manière générale, on est clairement dans le code de la comédie romantique américaine qui se prend pas au sérieux, tout en se prenant au sérieux puisque c'est des comédies qui sont ultra budgétées, etc. Mais où on essaye de donner un côté vraiment léger. Vous savez, c'est des films du style Quand Harry rencontre Sally, ou alors le film qui est sorti en 2007, je crois, 30 ans sinon rien. En 2011, on a eu Crazy Stupid Love. Plus récemment, on a eu des films en 2017, je crois, on a eu Sex Friends. Vous savez, ce genre de comédie romantique où la femme prend son destin en main, mais à la fois, elle se retrouve en difficulté et elle finit par croiser l'amour de façon trop comique et trop loufoque et oh, le destin, c'est incroyable. Vous voyez ce genre de comédie? Je pense que ça s'entend, c'est pas forcément un genre de cinéma que j'aime particulièrement. C'est détendant le soir, un jeudi soir, quand t'as pas le moral. Oui, là, le fait de croiser
le film d'aventure d'une façon hyper cliché et hyper vulgarisée, hyper cheap. Le côté absurde mais pas du tout abouti, pas du tout réfléchi, le côté comédie romantique féminin, ça donne un cocktail assez peu heureux. Vraiment, je dirais ça comme ça donne un cocktail que j'ai pas particulièrement apprécié. Et en plus, il faut rajouter là-dessus que le truc c'est un remake inassumé, presque du plagiat, on va dire, qui s'inspire d'un film qui existe déjà, qui est sorti en 1984, qui s'appelle À la poursuite du diamant vert, qui raconte la même histoire. On est sur une auteure de romans, d'aventure, qui en fait n'est jamais sortie de chez elle et qui se retrouve embrigadée dans une aventure avec un beau gosse au milieu de la jungle. En gros, clairement, on est sur le même pitch, mais sauce 2021, avec un petit peu plus de féminisme, avec un petit peu plus de paillettes roses, voilà. Mais sinon, on est sur le même pitch. Donc vous ajoutez le côté cheap, le côté pas forcément abouti et réfléchi, le côté ça part dans tous les sens, et en plus, on s'est inspiré très 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 librement et très 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 largement de quelque chose qui existe déjà. Disons clairement que ça part pas hyper bien pour le film. Et je pense que clairement mon avis va être sans appel, c'est ce qu'on peut appeler, dans le langage des fruits et légumes, un navet. Alors, le navet, c'est un très beau légume, tout à fait honorable, hein, bien évidemment, et il y a des gens qui aiment le navet, et c'est dans votre droit, et moi il y a certains navets que j'apprécie particulièrement, mais le navet c'est un film de jeudi soir, c'est un légume du jeudi soir, c'est un légume de semaine quand tu es fatigué. Le navet c'est pas une grosse sortie au cinéma autour de laquelle on fait une méga com, le film n'est pas abouti, et je pense que stop, là il faut arrêter avec les trucs absurdes. Pendant le confinement, je vous l'ai dit, ils ont tous cherché à faire des trucs absurdes, je sais pas, ils se sont dit oh là là, notre monde n'a plus de logique, faisons n'importe quoi. Là on a atteint le sommet de ce que je peux supporter en n'importe quoi là, enfin ça suffit. S'il vous plaît, arrêtez. Dans le même mois, j'ai regardé The Bubble et c'était pas facile. Voilà, donc je pense que maintenant je vais faire plus attention quand je vais au cinéma parce que ce fut difficile. Honnêtement, ce fut difficile. Enfin, il y a littéralement une blague autour de la taille du paquebot de Shining Tatum. C'est une blague longue, sans mauvais jeu de mots. C'est une blague qui dure très longtemps, qui met très mal à l'aise. Ça n'est pas drôle, c'est pas drôle. Il y a rien de drôle. Enfin, je ne me suis pas marrée dans ce film. C'est pas drôle, les gars. Juste un peu pitié, et t'es juste un peu affligé. Et en fait, tu fronces les sourcils comme ça et t'es en mode oh, désolé. Enfin, vraiment, ça. Pourquoi tous ces acteurs ont signé pour ce film? Enfin, je veux dire, Daniel Radcliffe, Channing Tatum, Brad Pitt. Alors, non, si. Brad Pitt, son personnage, m'a fait un peu marrer. En fait, je veux bien sauver le personnage de Brad Pitt. Là, ça passe. Mais tous les autres, franchement, c'est assez affligeant. La scène avec la chèvre. Toutes, y a rien, enfin, c'est douloureux à voir. Honnêtement, ça a fait mal à mon cinéma, vous voyez. C'était douloureux. Et pourtant, je suis quelqu'un d'hyper tolérant au cinéma. Enfin, je pensais en tout cas être quelqu'un d'hyper tolérant, mais là, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans le truc et à rentrer dans l'humour. Il y a des gens qui ont ri dans la salle, pas beaucoup, même si la salle était assez pleine. Des questions sont à se poser. Des gens qui ont ri et qui ont trouvé ça drôle, la scène des motos notamment, ils ont trouvé ça drôle. Puis en plus, il y a tellement de choses qui vont pas. Il y a des faux raccords absolument partout. Ils ont même réussi à faire des faux raccords de décor. C'est-à-dire qu'ils ont dû tourner plusieurs fois la scène et qu'entre-temps, dans le décor, quelqu'un a déplacé un truc. Si j'en arrive à voir les faux raccords, parce que franchement, honnêtement, c'est des trucs que je vois pas, sauf si j'ai vu le film 5 ou 6 fois déjà. Donc si j'en arrive à voir les faux raccords, c'est que franchement, je m'ennuyais et que je savais pas quoi regarder. Le film, je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce film, quel choix ils ont fait. Je comprends qu'on veuille faire des comédies légères, mais c'est pas parce que c'est léger que c'est n'importe quoi en fait. Et c'est pas parce qu'on veut faire de l'humour absurde qu'on fait n'importe quoi. On essaye quand même de rester dans une certaine cohérence logique et on respecte son spectateur en fait. Je me suis pas sentie super respectée en allant voir ce film. Après, bon. La comédie, c'est pas un genre que j'apprécie. J'étais pas sur mes plates-bandes et que j'étais pas en terrain conquis et habituel. Honnêtement, je voudrais être méchante, je le pense à la fois, donc ce sera méchant, mais je le pense. La bande-annonce de ce film est meilleure que le film. La bande-annonce du film te donne à imaginer. Alors déjà, te montre toutes les blagues drôles, donc t'as vu la bande-annonce, bah t'auras aucune surprise humoristiquement dans le film. Et puis surtout, la bande-annonce fait tellement plus envie que le film. Non. Puis alors, la scène post-générique. Oh, la scène post-générique. Oh, faut arrêter. Merci Marvel d'avoir inventé le concept de scène post-générique. Enfin, je sais pas si c'est eux qui l'ont inventé, mais ils l'ont démocratisé en tout cas. Mais maintenant, on arrête. C'est bon, on va mettre en place une clause qui dit que seul le MCU a le droit de faire des scènes post-génériques. Et encore, eux-mêmes, ils commencent à en faire qui servent tellement à rien que juste ils devraient s'abstenir. Non, la scène post-générique, c'est non. Ça, là, c'est-à-dire que ça m'a achevé. Littéralement, j'ai été achevée par la scène post-générique. Il va falloir passer une clause. Quand la scène post-générique sert à rien, tu la mets pas. En gros, tu la montres à des gens, tu demandes si c'est utile, si ça sert à rien, tu la mets pas. Voilà, on va mettre en place cette clause parce que ça devient n'importe quoi, les trucs de scène post-générique. N'importe quoi, ils sont en roue libre sur le post-générique. Mais voilà, c'était un film sans âme qui a coûté un fric phénoménal pour un résultat fort peu glorieux. C'est un navet, ça reste un digne légume, mais ça reste quand même un légume.
Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet avis sur Le secret de la cité perdue avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe et Brad Pitt qui font absolument n'importe quoi dans un film qui ne sait pas pourquoi il existe. Non vraiment, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu ou votre avis sur la vidéo, mais votre avis sur le film en particulier parce que si vous l'avez vu et que vous l'avez apprécié, j'aimerais vraiment que vous m'expliquiez. Je pense que la plupart des gens qui vont aimer le film vont aimer le côté léger et pas prise de tête, ce que je respecte tout à fait. Mais je trouve que dans la catégorie léger pas prise de tête, il y a franchement beaucoup mieux et beaucoup plus cohérent et beaucoup mieux raconté et plus drôle également parce que honnêtement j'ai pas trouvé le film particulièrement drôle. C'est quand même une déception en fait, j'en attendais rien et je suis quand même déçue comme dirait Dewey. Enfin bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, désolée d'avoir râlé mais je me devais d'être honnête avec vous, ce fut une expérience cinématique très particulière. Ceci étant dit, je vous laisse tranquille, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, évitez la cité perdue si jamais et nous on se dit à très vite. Je vais vous dire un secret, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Aujourd'hui, on boit du jus d'orange. Ouais, on n'a plus de café. J'ai plus de café, je bois du jus d'orange. Voilà. Vous êtes content d'avoir eu ce secret? Merci d'être resté pour cette scène post-générique.